au programme ce soir, on va vous expliquer ce qui est assez difficile, pas toujours facile à comprendre, quelles sont les raisons pour lesquelles il faut se rémunérer, dans quelle proportion, quels sont les paliers qui vont permettre justement, en fonction du niveau de la rémunération, soit d'éviter des taxes, soit d'avoir des droits en termes de protection sociale. Vous allez le voir, c'est assez particulier, hein, on va le dire comme ça, ce système par escalier qui fait que, eh bien, en vous versant les rémunérations, vous allez débloquer, déverrouiller des systèmes de protection sociale auxquels vous n'aurez pas droit si vous ne versez aucune rémunération. On va vous expliquer tout ça dans le détail. C'est parfois un petit peu technique, mais c'est pas compliqué. On est là pour justement décrypter cette réglementation qui est parfois un peu rugueuse. On va vous expliquer tout ça le plus simplement du monde. Dans moins d'une demi-heure, vous aurez toutes les cartes en main pour choisir votre niveau de rémunération et surtout pour comprendre ce à quoi vous avez droit et ce à quoi vous n'aurez pas droit si vous ne vous versez pas de rémunération. La Euh, règle du jeu est toujours la même. Ouais, ouais, bah, Jean-Luc. vas-y. Oui, bah, je voulais rappeler, vous pouvez poser des questions sur le chat. Et donc, on a Ali Kadouri, l'expert comptable du cabinet, là, qui répondra à vos questions au fur et à mesure. Et puis, on les balayera également à la fin du webinaire. Exactement. N'hésitez pas à les poser. Ali, ça, il répondra en direct. Ou sinon, on reviendra dessus à la fin. Donc, pourquoi faut-il se verser un salaire minimum, Jean-Luc? Alors, bah, justement, ça va être le sujet de la soirée, là. Donc, pourquoi se verser un salaire minimum? Bon, bah, pour plusieurs raisons, hein. Donc, les trois principales, on n'a peut-être pas forcément tout mis, mais c'est les essentiels. Ça va être de valider vos trimestres de retraite, hein, puisque bah, ça, je pense que tout le monde le sait. Hein, si vous ne versez pas de salaire, bah, forcément, vous ne cotisez pas à la retraite et vous perdez des trimestres, vous perdez également des points. Ça va vous permettre également, bah, si vous tombez malade, bah, d'avoir droit à des indemnités journalières. Sinon, bah, ça risque d'être plafonné, voire ne pas en avoir. Et un autre piège, là, qui n'est pas tellement connu, hein, c'est la taxe Puma. Parce que des fois, donc, on voit certains entrepreneurs, là, notamment en SASU, là, qui souhaitent se rémunérer uniquement en dividendes, bah, justement pour ne pas payer de cotisations sociales. L'envers du décor, c'est qu'il y a une taxe Puma, là, une taxe à payer. Donc, on va voir le détail, comment ça marche. Et qui peut être bah, assez coercitif, quoi. Et puis, on va voir bah, justement comment éviter cette taxe Puma. C'est vraiment simple de l'éviter, quoi. Ok, donc avant de rentrer dans le détail de ces trois bonnes raisons pour se verser une rémunération minimum, et vous verrez que il y a différents niveaux d'analyse, eh bien, il y a trois cas un peu particuliers qui vont pas rentrer, justement, qui vont vous permettre ou qui peuvent justifier le fait que vous ne vous versiez pas de rémunération. Ces trois cas, ils sont très simples. Le premier, c'est évidemment si vous avez déjà un contrat de travail en parallèle de votre activité dirigeant d'entreprise, que vous cotisez déjà au système, vous n'allez pas avoir besoin, vous n'allez pas être directement concerné. Si vous bénéficiez de l'ARE, l'aide du Pôle emploi, les allocations du Pôle emploi en tant que créateur d'entreprise, là aussi vous êtes protégé au niveau social par la CPAM, c'est-à-dire le système de sécurité sociale des salariés auquel vous aviez droit avant, lorsque vous étiez salarié avant d'être inscrit au chômage. Donc, vous pouvez ne pas vous verser de rémunération, vous aurez une protection sociale minimum pendant la durée d'inscription au Pôle emploi. Et puis le troisième, c'est si vous cumulez retraite et emploi, alors c'est pas emploi, c'est présidence ou gérance de la société, eh bien, vous, vous n'aurez pas besoin de vous verser de rémunération minimum. Donc, le montant minimum à se verser, vous allez voir, on va vous montrer les chiffres. Hein, les chiffres, prenez des notes, faites des captures écran. Vous allez voir que même si on fera une petite synthèse à la fin, il va y avoir quand même pas mal de chiffres. C'est la réglementation française qui est comme ça. On a vraiment essayé de simplifier, on vous le prévient, mais il faut un peu s'accrocher quand même de temps en temps. Donc, en ce qui concerne la retraite, les trimestres de retraite, pour valider les trimestres de retraite, l'objectif, ça va être de valider au moins 4 trimestres par an.
même si vous êtes jeune, surtout si vous êtes jeune, parce qu'en général, ce n'est pas votre priorité, il faut penser, il faut vous verser 4 trimestres. Il faut vous verser une rémunération qui vous permet de valider 4 trimestres. Alors, quand on se verse une rémunération au niveau de la retraite, il y a 2 impacts. Le premier, c'est de valider le trimestre, donc de valider le compteur. Vous savez, le compteur, c'est à peu près 166 trimestres à valider durant toute votre carrière. Et bien, sachez que chaque année où vous ne vous rémunérez pas, eh bien, ce compteur, il sera repoussé d'autant, donc ça vous empêchera d'accéder à la retraite. Encore une fois, même si ce n'est pas votre priorité, vous devez le savoir et y penser. Pour valider 4 trimestres par an, en tant que président de SAS ou de SASU, il faut se verser au moins 6 150 € bruts par an. 6 150 € bruts par an. Ça correspond à 600 SMIC, en fait, c'est ça. Voilà, ça correspond à 600 SMIC. Alors, autre chose à savoir, c'est que si vous êtes président de SAS ou SASU, il ne faut pas se les verser le dernier mois, au mois de décembre, le dernier mois de l'année. Il faut le répartir au moins par trimestre. C'est-à-dire que il faut se verser un quart de cette somme, à peu près 1 500 € par trimestre pour valider son trimestre de retraite. Et enfin, si vous êtes gérant majoritaire de URL SARL, donc relevant du statut des travailleurs non salariés, c'est le même montant. En fait, c'est la rémunération nette. Donc, vous devez vous payer, dans ce cas-là, 6 150 € par an. Et là, par contre, vous pouvez vous le verser en une seule fois à la fin de l'année, puisque pour les gérants majoritaires de URL et SARL, la déclaration aux caisses sociales, elle est faite une seule fois par an. Voilà. C'est un peu technique, mais notez ce premier chiffre. 6 150 €, c'est le minimum. Si vous ne vous versez pas cette somme-là, vous risquez de ne pas valider votre trimestre de retraite. Alors, on a parlé de la retraite. C'est un droit social. Deuxième droit social, le remboursement de vos soins, frais médicaux, pharmacie, la petite sécurité sociale. Quand vous êtes salarié, vous le savez, vous recevez, il y a une prise en charge de vos frais grâce à la carte vitale, etc., qui est faite directement par la sécurité sociale. Tout ça, c'est pas gratuit, c'est pas offert à tout le monde. Si vous ne vous versez pas de rémunération, vous risquez de perdre ce droit. Donc, pour avoir ce droit au remboursement des soins, et à la maternité, on reviendra après, hein, mais c'est surtout la maladie et les soins, il faut remplir un des 3 critères suivants. Donc, travailler au moins 60 heures au cours des 30 derniers jours, 120 heures, soit 1 200 € au cours du trimestre précédent, et 400 heures ou avoir cotisé pour 4 000 € au titre de l'année civile. Voilà. Retenez ça au niveau de l'année, 4 000 € par an pour avoir le droit à la sécurité sociale française pour la partie soins, maladie. Alors on pourrait se dire, bon ben voilà, avec ça j'ai le droit aux soins, aux indemnités journalières d'arrêt maladie, les congés maternité, paternité, etc. Pas du tout. On est en France, on a bien compliqué les choses. Vous allez voir comme il le faut. Vous allez voir que ces plafonds sont très différents en fonction des droits. Il n'y a pas un plafond pour tous les droits. On l'a vu pour les soins, on l'a vu pour la retraite, et on va le voir maintenant pour les indemnités journalières, c'est-à-dire si vous êtes arrêté, si vous ne travaillez plus, lorsque vous étiez salarié, eh bien, en général, vous ne le voyez pas dans le détail parce que votre employeur vous versait votre rémunération. Il y avait ce qu'on appelle un maintien de salaire. En fait, ce maintien de salaire, il est composé d'indemnités de la sécurité sociale et des assurances privées qui prenaient le relais pour que vous ayez votre maintien de salaire. Là, vous êtes dirigeant. Si vous êtes arrêté, vous allez avoir le droit à des indemnités journalières à condition que vous ayez cotisé un minimum. Un minimum qui est un minimum donc qui se calcule par rapport aux 6 premiers mois, par rapport aux 6 derniers mois de l'année civile, si vous avez un arrêt de travail qui est de moins de 6 mois, donc 10 150 € au cours des 6 mois précédents, si vous avez un arrêt de travail de moins de 6 mois, ce qui est quand même la plupart des cas, et si jamais l'arrêt de travail dépasse les 6 mois, eh bien là, pour toucher des indemnités journalière au-delà des 6 mois, il faut avoir cotisé sur au moins 20 300 € au titre
des 12 mois de l'année civile précédant l'arrêt de travail. Je vous le disais, c'est parfois un petit peu technique, ça gratte un peu, mais les chiffres sont comme ça. Donc on est très loin des précédents forfaits et des précédents paliers. Vous avez vu que dans le précédent palier, c'était 4 000 euros par an. Là, on passe à 20 000 euros par an pour avoir le droit aux indemnités journalières pendant plus de 6 mois. On continue. Concernant la maternité et la paternité, donc on vient de voir les arrêts indemnités journalières pour arrêt de travail, donc maladie. Et bien maintenant, on voit les indemnités journalières, maternité, paternité. Là aussi, on a un système qui n'est pas le même que celui du cas précédent. Donc, pour obtenir le versement d'indemnité journalière maternité-paternité, il faut justifier de 10 mois d'immatriculation en tant qu'assuré social à la date de l'arrêt de travail. Donc, avoir cotisé, c'est de verser une rémunération pendant au moins 10 mois avant la date clé, c'est-à-dire avoir travaillé 150 heures au cours des 3 mois civils qui précèdent la date qui justifie le congé. Ou avoir cotisé sur un salaire de 10 150 euros au cours des 6 mois précédents. Donc 10 150 euros, ça correspond à peu près aux 20 000, un peu plus de 20 000 euros qu'on a vu juste avant. Donc on est à peu près dans les mêmes zones, les mêmes plafonds. Donc vous le voyez, parfois c'est 3 mois, parfois c'est 6 mois, parfois c'est 1 an. C'est un peu difficile à suivre, mais bon, ça vous donne quand même une tendance. Vous commencez à voir le niveau de rémunération que vous devez vous verser pour mettre en place, pour continuer à bénéficier de ce système de sécurité sociale française sur tous les volets de la sécurité sociale française. Encore une fois, quand on est salarié, on ne se pose pas toutes ces questions parce que ça tombe automatiquement. Mais quand vous êtes dirigeant, sachez-le qu'il y a ces plafonds, sachez-le qu'il y a ces paliers qui, si vous ne les respectez pas, risquent de créer une surprise le jour où vous en aurez besoin. Alors maintenant, on va parler de la fameuse taxe Puma. Et là, je transmets le micro à Jean-Luc, qui est vraiment le spécialiste de la taxe Puma. Tout à fait. Alors la taxe Puma, en fait, ça consiste en quoi? Ça a été mis en place il y a quelques années. C'est pour que les personnes, en fait, qui n'ont pas de revenus aient droit quand même à une couverture sociale. Donc c'est ce qui s'appelle, auparavant, ça s'appelait la CMU. Et c'est devenu en 2016 la protection universelle de maladie. Donc à l'origine, c'est pour ça, en fait, si vous n'avez pas de revenus, en fait, vous allez cotiser à la taxe Puma, là, et ça va vous permettre d'avoir une couverture sociale. L'effet indirect, c'est que, alors on va le voir, donc ça va concerner toutes les personnes qui travaillent ou résident en France. Hein. Alors ça va concerner également... Donc, les personnes qui ne cotisent pas doivent payer la taxe Puma, c'est ce qu'on a dit. Donc, ça va concerner les présidents de SAS et SASU qui ne se versent pas de dividendes, qui se versent que des dividendes. Puisque eux, forcément, c'est ce qu'on disait en introduction, en fait, ils ne perçoivent pas de rémunération. C'est un peu tentant, en effet, de se dire, bon, moi, je ne prends pas de rémunération, comme ça, je ne paye pas de cotisation sociale. En contrepartie, s'ils prennent que des dividendes, ils vont avoir la taxe Puma à payer. Les étrangers qui viennent profiter de leur retraite en France, puisque c'est pareil, comme ils ont des revenus de source étrangère, ils n'ont pas de revenus français, mais ils peuvent avoir du patrimoine en France. Les rentiers français, pareil, donc on n'entend pas rentiers, les gens qui vivent de leur patrimoine et qui n'ont pas de revenus, ou les expatriés français qui reviennent en France. Donc ça peut arriver, hein, des expatriés en fait qui sont constitués un patrimoine, en investissant par exemple dans de la location meublée, des choses comme ça. Donc ils vont avoir des revenus du patrimoine, mais pas de revenus. Pas de revenus, par exemple, professionnels. Alors en fait, donc ça va consister en quoi la taxe Puma? C'est si vous n'avez pas de revenus, donc si vous touchez pas de revenus, vous devez cotiser à la taxe Puma. Alors, la taxe Puma, elle va représenter 6% des revenus du capital. Donc, alors c'est assez large, hein, les revenus du capital. Ça va être les dividendes, ça va être les revenus des locations meublées, parce qu'on considère que, en fait, c'est du capital, que ce n'est pas des revenus professionnels. Ça va concerner, pareil, les revenus fonciers,
Là, on ne l'a pas mis, ça va concerner aussi les plus-values. Alors, ça peut être assez important parce que si vous réalisez une année une grosse plus-value, que ce soit une plus-value immobilière ou des plus-values de placement, donc vous pouvez vous retrouver en fait avec une assiette assez large de revenus du patrimoine et vous paierez 6,5% de cotisation sur ces revenus du patrimoine. Sachant qu'il y a un plafond quand même, on ne l'a pas indiqué en fait, mais qui est assez élevé, hein, c'est un peu plus de 300 000 euros. Donc au maximum quand même, ça fait 6,5% de 300 000 euros, ça fait autour des 20 000 euros. Donc ça sera toujours quand même plafonné à 20 000 euros, mais bon, ça fait quand même une somme assez importante. Alors les gérants et présidents, alors pour éviter de payer la taxe PUMA, en fait c'est assez simple puisque si vous avez des revenus professionnels, vous êtes exonéré de taxe PUMA. Et le montant, il est assez élevé, hein. Si vous avez 8 230 euros de rémunération, par exemple, de revenus d'activité professionnelle, bah, vous êtes exonéré de la taxe PUMA. Donc, c'est un peu bête de ne pas se verser ce minimum, là, si on risque d'être touché si on a à côté des revenus du capital, quoi. Donc 8200, alors c'est du net, hein, on regarde les revenus du foyer, c'est du net fiscal. Donc 8230 euros de revenus net, ça fait à peu près 11 000 euros de salaire brut par an. Alors le calcul de la taxe PUMA se base sur le revenu du foyer fiscal. Si le total du foyer fiscal auprès de la sécurité sociale, et si ce montant, bah, c'est ce qu'on vient de voir là, si c'est supérieur à 8230 euros. Après, ce qui est intéressant à savoir, c'est parce qu'on a, comme il y a beaucoup de créateurs, en fait, les premières années touchent le chômage et en fait ne prennent pas de rémunération. Les personnes qui touchent le chômage, en fait, ne sont pas assujetties à la taxe PUMA. Donc, s'ils touchent les dividendes, bon, bah, les dividendes ne seront pas soumis à la taxe PUMA parce qu'en contrepartie, ils ont droit aux allocations chômage. Alors, par ailleurs, si vous touchez moins de 20 000 euros de revenus du capital, vous êtes exonéré également. Donc, il y a plusieurs critères en fait hein, pour être exonéré. C'est soit prendre plus de 8 000 euros de rémunération. Et puis, il faut savoir si vous avez moins de 20 000 euros quand même, hein, il y a un plancher. Si vous avez moins de 20 000 euros de revenus du capital, vous n'avez pas la taxe PUMA à payer. Après, il y a un calcul, là on n'est pas rentré dans les détails, il y a un calcul, en fait, après c'est dégressif, c'est-à-dire que si vous prenez une petite rémunération, vous payerez une petite taxe PUMA, et jusqu'à 8 230 euros, bah, en fait c'est exonéré totalement, mais après il y a un système dégressif qui est très compliqué, quoi. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut percevoir 8 000 euros de rémunération pour ne pas avoir la taxe à payer. Alors voilà, bah après on a fait le résumé. Je te relaisse la main, Xavier. Ouais. Ouais, donc la taxe PUMA, hein, pour l'éviter, si vous versez, on prend un exemple concret, c'est que si vous versez, par exemple, 40 000 euros ou 50 000 euros de dividendes purs, au lieu de vous verser une partie de rémunération, une partie de dividendes, eh ben vous tombez pile poil dans la case où vous allez devoir payer votre taxe PUMA, vous êtes célibataire, vous prenez 40 000, donc il y a plein, malheureusement, d'entrepreneurs qui font cette erreur parce que c'est assez récent, hein, cette taxe PUMA, et donc qui applique les schémas optimisants en ne mettant que l'aspect financier en priorité, qui ne considèrent pas ou qui oublient cette fameuse taxe. Et malheureusement qui se font piéger véritablement. Voilà, et le fisc vous retrouve facilement puisqu'il le voit sur votre déclaration d'impôt. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour vous identifier. Leurs algorithmes sont très bien faits et vous recevez l'addition sans avoir rien demandé à personne. Ça arrive tout droit dans votre boîte aux lettres ou dans votre boîte mail sans que le fisc n'ait besoin de se déplacer. Donc faites gaffe quand même à cette fameuse taxe PUMA. Le PUMA peut mordre. Alors, on continue donc avec un petit récapitulatif, même si vous avez compris que les durées et les périodes de référence
peuvent varier d'un cas à l'autre. Donc, on a dit que premier plafond, premier palier, pour bénéficier des indemnités journalières de maternité et paternité, il faut que vous versiez au moins 4 000 euros par période de 6 mois. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, maternité, paternité, notez ne loupez pas ce premier objectif. Deuxième objectif, pour bénéficier du remboursement des soins, 4 000 euros cette fois-ci par an. Bon, donc la marche est un peu moins haute, on aurait pu le mettre avant, mais on l'a mise en 4 000 euros par an pour avoir un minimum de protection sociale au niveau des soins. C'est le minimum. Pour valider vos trimestres, 6 150 euros par an. Pour éviter la taxe Puma, à peu près 11 000 euros. Alors là, maintenant, on est en brut par an. Et pour avoir droit aux indemnités journalières et maladie, 10 150 euros si l'arrêt maladie est de moins de 6 mois. Sinon, 20 300 euros par an pour plus de 6 mois. Voilà. Vous voyez, donc ça y est, là, vous avez la photo de tous les plafonds les plus importants à retenir et à mémoriser, entre guillemets, pour éviter de se retrouver complètement nu en termes de protection sociale. Voilà. Hein, donc, c'est vraiment cette image qu'il faut retenir, même si, encore une fois, tous les seuils sont pas, tous les paliers ne sont pas toujours comparables, mais vous devez viser ces niveaux de rémunération, ce niveau de rémunération minimum de 4 000 euros par an pour l'assurance maladie. C'est quand même le archi minimum. Alors, on va continuer un tout petit peu. On va évoquer des points qui ne sont pas purement financiers. Les autres avantages à se rémunérer, hein, l'immobilier et les emprunts. Jean-Luc, est-ce que Oui, tu peux expliquer aussi, hein, donc on le voit de plus en plus, hein, donc, et ça va se durcir, hein. Je discutais avec un banquier, maintenant il prête de plus en plus difficilement. Et quand vous empruntez, en fait, le banquier il a besoin d'être sûr que vous avez des revenus réguliers. Et généralement, il vous demande vos dernières fiches de paie, vos dernières déclarations d'impôt sur le revenu. Donc, si vous prenez que des dividendes, en fait, ça sera assez difficile d'obtenir un crédit bancaire. Donc, c'est un élément aussi à intégrer, hein, donc d'avoir des payes régulières pour faciliter l'obtention d'un emprunt. Même si le banquier n'est pas dupe et il sait bien qu'un dirigeant n'a pas la même sécurité de l'emploi et des revenus qu'un salarié. D'ailleurs, je fais juste une petite aparté, c'est que quand vous êtes dirigeant, le vrai terme, vous ne pouvez pas dire salaire, parce que salaire, ça fait référence à salariat. Salariat, il y a lien de subordination, ça veut dire que vous avez un patron. Donc en fait, quand on parle, si vous voulez vraiment parler proprement du sujet, c'est la rémunération du dirigeant. On ne parle pas de salaire du dirigeant, on parle de rémunération du dirigeant, même dans les SAS. Voilà. Par simplicité, on a mis sur les slides salaire un peu partout, mais c'était plus court, ça prenait moins de place. Mais le vrai terme, c'est la rémunération du dirigeant. Alors, un autre sujet, c'est que c'est intense, ça, c'est que si vous ne vous versez pas de rémunération, vous ne pourrez pas mettre en place de mutuelle ou de prévoyance dans votre entreprise. Vous pourrez évidemment en mettre une à titre privé, mais si vous voulez la passer dans les charges de l'entreprise, vous ne pourrez pas mettre en place des mutuelles et des prévoyances. Alors, on a lu des articles qui disaient le contraire, on a vu des webinaires concurrents qui disaient le contraire, et je pense qu'il y a une confusion. C'est-à-dire que rien ne vous empêche en tant que dirigeant de prendre une mutuelle ou une prévoyance, même si vous ne vous rémunérez pas, mais elle sera à votre nom. Et si vous avez un contrôle fiscal, le fisc vous dira, ce contrat, c'est un contrat de particulier, c'est pas un contrat d'entreprise, et donc vous risquez de ne pas pouvoir déduire fiscalement les cotisations que vous aurez payées pour la mutuelle et la prévoyance. Donc, ça, c'est surtout pour les créateurs d'entreprise. Sachez-le, si vous ne vous rémunérez pas, vous ne pourrez pas mettre en place ces contrats sur votre société. On termine avec combien ça coûte de se verser une rémunération ou une prime quand on est gérant ou président. Bon, ces chiffres, ceux qui suivent nos webinaires, vous les connaissez. Alors, ça varie un peu parfois en fonction du niveau de la rémunération, mais si vous êtes dirigeant de SAS, SASU ou gérant minoritaire de SARL, donc vous faites un bulletin de paye, vous savez bien qu'une rémunération nette de 100 euros coûte 176 euros, 175 euros, entre 165 et 175 euros. Voilà, pour 100 euros de rémunération ou de prime nette,
vous allez payer 28 € de cotisation salariale, c'est comme ça que ça apparaîtra sur le bulletin de paye, et 48 € de cotisation patronale, entre guillemets, même encore une fois, c'est vous le patron, mais c'est l'entreprise qui va les payer. Donc pour 100 € net dans votre poche, ça coûte à peu près 176 €. En fonction du niveau de votre rémunération, ça peut descendre à 165, 176. On est dans cette tranche-là. Si vous êtes, voilà, donc néanmoins, évidemment, ça peut permettre de baisser l'impôt sur les sociétés, mais c'est un autre sujet. Simplement on a mis cette information pour vous rappeler que, évidemment, pour ceux qui démarrent dans l'entrepreneuriat, sachez que la rémunération est déductible du bénéfice imposable, donc vous permet de payer un peu moins d'impôts sur les sociétés. Si vous êtes gérant majoritaire, c'est-à-dire que vous avez plus de la moitié du capital de votre société, eh bien, le taux de cotisation est moins élevé. Pour 100 € de rémunération nette, ça coûtera à l'entreprise 145 €, puisque ça coûtera 45 € de cotisation sociale. Voilà, et là aussi, c'est déductible fiscalement du bénéfice imposable, donc ça permet de faire une petite économie d'impôt sur les sociétés. Voilà. On peut rappeler, le gérant majoritaire, en fait, il n'a pas de fiche de paye, lui. Donc, il prend une rémunération au fil de l'eau. Et à la fin de l'année, on voit le montant de la rémunération qu'il a pris. Et c'est ce qu'on déclare, en fait, ce qui s'appelait auparavant le RSI, maintenant le SSI. Et en effet, ça fait environ 45% de la rémunération qu'il aura pris. Donc, ça coûte moins cher d'être gérant majoritaire de EURL, SARL que dirigeant de SAS. Hein, ça aussi, on vous l'a dit, on vous l'a redit. Voilà, c'est une règle. Maintenant, il y a plein de bonnes raisons pour être dirigeant, pour créer une SAS, notamment si on est inscrit au Pôle emploi, notamment si on veut justement se verser des dividendes, etc., etc. C'est pas le sujet du webinaire ce soir, mais sachez-le, en tous les cas, retenez si vous êtes en SAS que c'est 75%, 76% le taux de cotisation et 45% pour les dirigeants de URL et CRL. Les bonnes pratiques, alors comment on se rémunère quand on est dirigeant de URL SARL? Pour les gérants de URL SARL, vous devez vous faire un virement, tout simplement, il n'y a pas besoin, Jean-Luc le disait tout de suite, de vous faire de bulletin de paye. Si vous êtes dirigeant de SAS, SASU, vous devez vous devez établir un bulletin de salaire et vous verser une rémunération du montant net qui apparaît en bas du bulletin. Donc en résumé, pour savoir quelle rémunération minimum vous versez en tant que dirigeant, la première chose, c'est de connaître votre objectif, votre priorité, et de prendre le seuil qui correspond. Si une de vos priorités, c'est de valider votre IBES de retraite, eh bien, vous l'avez vu. Si c'est de ne pas payer la taxe PUMA, si c'est d'avoir droit à des indemnités journalières, vous prenez le palier qui correspond, et puis vous divisez par 12, évidemment, et vous versez tous les mois votre rémunération. Les paliers qu'on a vus, divisés par 12, vous les versez tous les mois. C'est l'idéal, c'est les bonnes pratiques. C'est mieux que de tout se verser d'un seul coup en fin d'année ou à un moment dans l'année. Oui, puis il y a des systèmes de plafond, comme tu disais, notamment pour la retraite. Donc, si on se verse les 6 000 € au mois de décembre, là, en fait, vous ne validerez pas toutes les 4 trimestres parce qu'il y a un système de plafonnement. Donc, c'est important d'anticiper, pas s'y prendre au dernier moment et d'étaler, si possible, les rémunérations qui sont prises. Voilà. C'était un peu technique. On espère que ça y est, vous y voyez plus clair. Vous l'avez vu, c'est comme ça. On espère que ça va simplifier, mais enfin, il y a ces plafonds, ces différents plafonds. On espère qu'on va harmoniser les choses. Mais à l'heure actuelle, ça reste assez fragmenté, quoi. Jean-Luc? Alors oui, il y a quelques questions dans le chat, là. On va répondre au chat. Donc il y a une personne qui nous dit, Issouf, là, qui nous dit qu'il est en EURL, comment me verser des primes. Donc en EURL, en fait, vous n'avez pas de salaire, donc il n'y a pas de fiche de paye, là, comme on a vu. Donc tout ce que vous versez durant l'année, en fait, c'est votre rémunération. C'est ça qu'on déclare aux impôts, mais aussi aux cotisations sociales. C'est le même montant généralement, puisque même maintenant, tout se met sur la même déclaration.
Donc, on voit en fin d'année combien vous avez pris de rémunération, peu importe que ça soit des primes ou autre chose. On regarde tout ce que vous avez pris et c'est ça qui servira de base de cotisation et qui vous ouvrira tous les droits qu'on a vus, la retraite, indemnité, etc. Ouais, il y a Yann qui fait remarquer pour la prévoyance, il faudra, ou qui pose la question pour la prévoyance, il faudra tout de même la déclarer comme avantage et donc payer de l'impôt sur le revenu. Non, 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 justement, c'est tout l'intérêt de le mettre sur la société, c'est que la prévoyance, tant que vous dépassez pas un certain plafond qui est quand même assez élevé en termes de niveau de cotisation, eh bien, la prévoyance, évidemment, est déductible du bénéfice imposable et donc vous ne payez pas d'impôt sur le revenu et vous ne payez pas de cotisation sociale dessus tant que vous ne dépassez pas ces plafonds, mais on parle de à peu près 3 000 à 4 000 euros par an. Hein. Donc, c'est avant d'atteindre une prévoyance à 4 000 euros par an, il faut y aller quand même. Également, il pose la question différence entre prime et salaire. Donc, pour quelqu'un qui a le statut d'assimilé salarié là, avec des fiches de paye, que ça soit un salaire ou une prime, ça rentre dans le brut. Donc, ça rentre dans les bases de cotisation sociale. Donc, le coût, c'est pareil, c'est 176%, peu importe que ça soit une prime ou un salaire. Ok, Daniel qui pose la question, apparemment, quel montant quand on est en SARL égalitaire? Donc, j'imagine que la question, c'est quand on est gérant d'un gérant minoritaire, donc dans une SARL, gérant égalitaire, c'est-à-dire qu'on détient pile poil 50% du capital de la société. Dans ces conditions, vous êtes considéré comme un gérant minoritaire. Comme un gérant minoritaire, donc il faut se faire un bulletin de paye. Et il faut se mettre dans la case c'est la même que celle des présidents de SAS. Donc voilà, vous devez vous faire le bulletin de paye et suivre les plafonds qu'on a vus des gérants de SAS, SASU. Donc, il y a Nicolas qui nous demande un comparatif fiscal entre salaire d'un président et dividende. Ça fera l'objet sûrement d'un prochain webinaire, mais là, ça serait un peu long à développer. En gros, forcément, les salaires, il y a des cotisations sociales, on a vu qu'ils sont assez élevés, là, 76%, alors que sur les dividendes, on n'a pas ces charges sociales. Donc, au niveau financier, forcément, les dividendes, c'est plus avantageux que les salaires, quoi. Mais l'exposé qu'on a fait, c'est justement de montrer qu'il faut quand même prendre un minimum de salaire pour ne pas perdre énormément de droits, quoi. Exactement, exactement, exactement. C'est voilà, c'est des erreurs un peu que font souvent les jeunes, c'est de raisonner purement financièrement. Et c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes priorités quand on a 22 ans et qu'on en a 52. Mais ouais, nous on vous le recommande vivement d'une façon plus macro. Ce qu'on vous recommande dans l'arbitrage rémunération-dividende, moi ce que je dis à ceux que j'accompagne, c'est versez-vous une rémunération à hauteur de vos besoins pour vivre parce que ça vous permet d'alimenter, de cotiser, de vous constituer un système de protection sociale qui est aligné par rapport à vos besoins pour vivre, justement parce que si vous arrivez des imprévus dans la vie, des arrêts de travail prolongés, etc., il faut que le système se mette en marche et vous permettre de continuer à vivre normalement. Et ça, vous ne pouvez vous le constituer que si votre rémunération, le système de cotisation auquel vous cotisez, est aligné sur votre niveau de vie. Voilà. Et puis les dividendes, c'est un peu l'extra, c'est le bonus, c'est ce que vous allez prendre pour investir dans l'immobilier à titre personnel, ce que vous allez prendre pour vous acheter une voiture, pour les grosses dépenses, pas récurrentes. C'est un peu le bonus, mais versez-vous une rémunération voilà, qui ne soit pas trop éloignée de votre train de vie, même si évidemment il peut y avoir des ajustements ou des optimisations à faire, un peu plus de dividendes, un peu moins de rémunération. Oui, on peut, mais c'est pas 100% l'un ou 100% l'autre. C'est vraiment souvent, c'est plutôt du 60-40 ou des choses comme ça, quoi, quand on cherche à vraiment optimiser. Donc, il y a Fabienne qui nous demande le rôle de la CIPAV. La CIPAV, c'est la caisse de retraite de certaines professions libérales. C'est une retraite spécifique. Il y a certaines professions, hein. Nous, par exemple, en tant qu'expert comptable, on a une retraite aussi particulière. Les avocats aussi cotisent à une caisse spéciale. Et certaines professions cotisent à la CIPAV.
comme les salariés cotisent à l'Agir, Carco. En fait, il y a énormément de caisses de retraite et on a une multitude, hein, et c'est ce que le gouvernement, justement, voulait essayer de simplifier en limitant le nombre de caisses de retraite qui est phénoménal en France. Sans parler des caisses du secteur public, les caisses de la SNCF, la caisse des Opéras de Paris. Il y en a une Stop, multitude. stop. Ouais, il y en a plein. Bon, mais on va arrêter là. Merci à Oui, tous d'avoir oui, participé. oui, Merci et bonne soirée et à bientôt. Les oui, prochains webinaires, là, il y en a toutes les semaines jusqu'à la fin du mois, donc n'hésitez pas et ça oui, reprendra et bien évidemment après. On a fait un beau programme. Inscrivez-vous tout de suite et si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Bonsoir Jean-Luc, bonne nuit Bon, à toi. bonsoir Xavier, bonsoir Ali, merci.